La forêt, c'était pas uniquement l'endroit où on se promenait, c'était vraiment quelque chose de complexe, une économie à part entière. Et c'est ce que nous allons un petit peu évoquer toute la journée avec les différents usagers. Alors je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas les gens qui travaillent, qui utilisent, qui profitent de la forêt, ils seront tous là avec vous et il y aura des temps de parole. On parlera un petit peu plus du programme d'ici quelques instants. Je vais tout de suite passer la parole à Olivier Barou. Alors prenez le micro qui est devant vous. Je pense qu'il fonctionne s'il est allumé, normalement. Alors allez-y, est-ce qu'on vous entend ? Oui, on vous entend parfaitement. Vous représentez donc la mairie de Périgueux. Alors ce que je dirais à Pierre Urmic en rentrant ce soir près de Bordeaux, c'est qu'il n'y a pas qu'à Bordeaux qu'il y a une forêt urbaine, il y en a une aussi derrière nous à Périgueux, quoi. Oui. Quelques mots sur ces assises. Merci de nous accueillir ici au Théâtre de l'Odyssée, puisque c'est à Périgueux qu'on est aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Je vais être extrêmement bref. Simplement dire d'abord que j'excuse Madame la maire qui n'a pu être présente aujourd'hui. Dire aussi simplement que nous sommes extrêmement heureux de pouvoir accueillir et honorés d'accueillir ces assises nationales départementales de la forêt de la Dordogne, dont on connaît, en dehors des frontières de la Dordogne, leur diversité et leur magnificence. Dire aussi juste que Périgueux et la ville de Périgueux est extrêmement honorée d'accueillir ces assises, au titre aussi de notre volonté de développer la transition énergétique sur la ville de Périgueux. Alors, certes, on ne peut pas dire que Périgueux brille par la présence de ces forêts, mais au moins, nous avons une vraie politique de revégétalisation de la ville de Périgueux, et aussi, donc, à ce titre-là, sensible d'accueillir ces assises. Voilà. Merci Olivier Barou pour la mairie de Périgueux. On va passer la parole à Germial Perrault, alors, qui va au pupitre, monsieur le président du conseil départemental de la Dordogne, qui est à l'initiative ça marche parfaitement, de ces assises, premières assises, je crois, départementales de la forêt de Dordogne. Alors la question, c'est pourquoi, en fait, cette réunion ? Pourquoi est-ce qu'on est tous là aujourd'hui, ce jeudi ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Je vais essayer de vous le dire, et pourquoi en tout cas, mais avant, permettez-moi de remercier plusieurs personnes. D'abord, la mairie de Périgueux qui met à notre disposition ce théâtre. Je veux remercier les services de l'État qui sont représentés, monsieur le préfet qui est représenté par monsieur Dufaux. Je veux représenter bien évidemment Daniel Perron, qui est notre grand témoin et qui a animé une très belle réunion hier soir. On était 120 et on a passé 2h30 d'échanges extrêmement riches. Et puis, je veux remercier les services du département qui nous ont fait ce incroyable. décor. Incroyable. C'est vrai qu'il y a un effet incroyable. J'avais demandé un décor uniquement en plastique et ils ne m'ont pas écouté. Et ils ont fait ça. Je pense qu'on pourrait les applaudir. Merci. Alors, maintenant, je vais essayer de répondre à votre question. Pourquoi les assises de la forêt, en vérité ? Qu'est-ce qui va sortir de tout ça ? Ce matin, j'écoutais la radio et un témoin a dit c'est courageux. Alors, je l'ai vu tout à l'heure, je lui ai dit est-ce que c'est courageux ou est-ce que c'est inconscient ? Il m'a dit le courage et l'inconscience, des fois, ça va ensemble. C'est vrai. Mais non, c'est pas très courageux. C'est tout à fait normal que le département organise des débats démocratiques. On a beaucoup parlé de démocratie hier soir. Et puis, pour moi, c'est pas de l'inconscience parce que la forêt, elle est au cœur de notre vie, véritablement au cœur de notre vie. On va dire ambitieux alors. On va dire ambitieux alors, si c'est ni courageux ni normal. Normal par rapport à ce que l'on espère pour le département, c'est-à-dire une vie démocratique riche. Et la démocratie, c'est pas être tous d'accord, c'est confronter des idées et essayer de progresser ensemble. C'est aussi faire du lien dans la société, permettre à des gens de s'écouter, qui ont quelquefois des opinions qui sont différentes, mais qui, à la fin de la journée, auront entendu d'autres opinions et modifieront leur propre opinion. Je crois que c'est construire le lien social, c'est ça, bâtir la démocratie. Et puis on a un autre cap dans ce département, qui est le cap de l'excellence environnementale. Et on essaie de le décliner dans tous les domaines. On essaie de le décliner dans tous nos domaines, dans nos propres fonctionnements, les fonctionnements administratifs. On essaie de décliner, vous le savez, dans les collèges, puisque aujourd'hui la Dordogne est en tête au niveau national sur le bio, le local et le fait maison. On l'a fait à travers les pesticides. Les 500 communes de Dordogne ont adopté la charte zéro pesticide. On le fait à travers l'eau, et il y a longtemps, puisqu'il y
il y a 30 ans qu'on a créé un établissement public qui s'appelle Épidor. On a obtenu, c'est nous qui l'avons fait, on a obtenu de classer le bassin de la Dordogne en réserve mondiale de biosphère. Bref, on s'est engagé là-dedans et on s'est engagé aussi, il y a longtemps, c'était avant que j'étais élu, mais je n'étais pas président, on s'est engagé dans un plan bois-énergie. Et ça nous ramène à l'actualité d'aujourd'hui, où la question de l'énergie devient cruciale, la question du réchauffement climatique devient cruciale aussi, et tout ça c'est lié à notre environnement direct et à la forêt. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, chacun puisse s'exprimer à travers les tables rondes qui ont été constituées, qu'il n'y ait pas de sujet tabou, et que l'on évoque les questions de l'économie. Le bois, ça fait vivre des entreprises, ça fait vivre des Périgourdins. Le bois, c'est indispensable à la construction. Et pour avoir des meubles en bois, des maisons en bois, des charpentes en bois, il faut couper des arbres. Donc il ne faut pas négliger cette affaire-là. Mais il y a aussi toutes les autres fonctions de la forêt, les fonctions environnementales et la captation du carbone en premier, des fonctions récréatives, et c'est ce qu'on a développé dans les forêts qui appartiennent au département comme à campagne, des fonctions de loisirs, tout simplement, à travers la chasse ou la cueillette des champignons, à travers les activités de pleine nature, des fonctions qui nous obligent à protéger cette forêt. Et il faut dans la forêt pouvoir tracer des pistes. Quelquefois, c'est pas toujours facile d'aller dire aux propriétaires on va vous enlever de la forêt, mais on est obligé de le faire parce que au moment des incendies, on en aura besoin. Donc cette forêt, elle est au cœur de la vie des Périgourdins, d'autant plus qu'on est le 3e département national couvert par la forêt, 45%, après la Gironde et après les Landes, et que toute la vie de la forêt nous impacte sans arrêt. Je ne reviens pas aux paysans périgourdins qui, pendant des décennies, faisaient du bois pendant l'hiver, tout simplement parce qu'ils en avaient besoin pour chauffer ou pour vivre, tout simplement pour vivre. Mais je n'oublie pas non plus les catastrophes climatiques qui sont produites en 99, qui sont produites cette année. Bref, la forêt, c'est nous. La forêt, ça nous entoure. On a besoin de la protéger, on a besoin de la régénérer et on a besoin aussi du bois pour des activités humaines aussi essentielles que se chauffer, construire sa maison et se meubler. Eh bien, tous ces sujets, on va les aborder aujourd'hui et j'espère, mesdames, messieurs, que vous passerez une belle journée et que nos échanges seront courtois, respectueux et surtout riches de la différence et des appréciations que nous pouvons mener les uns et les autres. Merci à vous tous et belle journée. Merci Germinal Perron. On peut vous applaudir, président du conseil départemental de Dordogne. Évidemment, des échanges courtois, comme vous l'avez dit, l'idée étant de s'écouter les uns les autres. On en parlera tout à l'heure. Nicolas Dufaux, je vous cède la parole. Alors, je ne sais pas si vous voulez gagner le pupitre, vous aussi. Vous êtes le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne. Les services de l'État, évidemment, partie prenante dans la gestion, l'entretien, le maintien, la pérennisation des forêts. Je vous laisse la parole sur ce sujet. Merci beaucoup, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le représentant de la maire de Périgueux. Je salue les élus que j'ai vus dans la salle, les représentants des services de l'État, représentants du monde de la forêt, mesdames et messieurs, en vos noms et qualités. Alors, je suis très heureux d'ouvrir aujourd'hui la première édition des Assises départementales de la forêt de la Dordogne, à l'initiative de monsieur Germinal Perron, président du conseil départemental. Alors, j'avais prévu de vous dire que l'exploitation humaine de la forêt n'était pas récente, j'avais prévu de vous parler de la Gaule chevelue, de Colbert, etc., mais je ne vais pas le faire puisque je crois que la conférence d'hier soir avec Daniel Perron a pu éclairer ces aspects historiques, donc je vais passer là-dessus. Simplement, je crois que ceux qui ont pu assister à cette conférence ont retenu que la forêt est donc depuis très longtemps un objet d'action publique. Les assises d'aujourd'hui s'inscrivent donc dans la continuité de cette conception publique de la forêt et puis dans la continuité des assises de la forêt et du bois qui ont été lancées au niveau national dès octobre 2021 par le ministre de l'Agriculture. L'objectif est de construire la forêt de demain, de garantir sa sauvegarde et son exploitation durable dans nos territoires. Et aujourd'hui en Dordogne, je salue cette initiative des assises départementales qui consiste à mettre autour de la table, autour de plusieurs tables plus exactement, toutes les parties prenantes et de faire dialoguer secteur professionnel, société civile et tous les acteurs.
Car on observe aujourd'hui une montée des interrogations sur les enjeux forestiers et quelquefois des tensions entre les acteurs. Les points de vue, parfois les postures peuvent s'opposer sur la manière de répondre aux enjeux des forêts d'aujourd'hui. Et nous avons pu le constater à la suite des terribles orages de grêle de cet été qui ont décimé certains massifs forestiers de l'ouest de la Dordogne, et alors qu'en ce moment, les forestiers réalisent des coupes d'urgence sur la zone la plus impactée. Donc la recherche de consensus et de solutions partagées, elle doit nous guider aujourd'hui, avec la conviction de tous que la forêt est une ressource à gérer et préserver, et qu'elle n'est pas un sanctuaire dont la main de l'homme devrait s'éloigner le plus possible. La réflexion portera donc sur des thèmes aussi essentiels que la prévention des risques et la lutte contre les incendies, l'adaptation des forêts au changement climatique, la gestion durable de ces forêts, la préservation et la restauration de la biodiversité et des sols, et enfin la structuration de la filière bois. Je poursuis en rappelant que l'État a une politique de la forêt qui vise à concilier ces différents objectifs. D'abord, l'objectif de lutte contre le changement climatique. La forêt est partie intégrante de la stratégie nationale bas carbone qui détaille les leviers pour permettre à la France de remplir ses objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre. Et parmi ces leviers figure le potentiel d'abattement de gaz à effet de serre du secteur de la forêt grâce au stockage de carbone dans les écosystèmes forestiers. Et cette comptabilité, parce que c'est bien une comptabilité, c'est-à-dire le potentiel de séquestration carbone de nos forêts, elle correspond aussi aux engagements européens de la France. Après le changement climatique, c'est le développement des énergies renouvelables qui lui est évidemment intimement lié. Et en Dordogne, 2 filières sont particulièrement actives dans ce domaine, celle du bois énergie, puisque c'est la première énergie renouvelable utilisée dans le département, et le chauffage au bois des particuliers reste très répandu. Et puis également les chaufferies collectives bois énergie, qui est une filière qui est en fort développement, puisque 74 chaufferies collectives bois cumulent une puissance totale installée de 66 MW, fonctionnent sur le territoire de la Dordogne. Et ce développement est porté très fortement par l'action publique et par le soutien financier, notamment apporté par l'ADEME dans le cadre du Fonds Chaleur. Un troisième objectif, c'est celui de la préservation de la biodiversité et des paysages, avec les 2 stratégies nationales, la stratégie nationale pour les aires protégées, qui consiste à fixer des actions pour la préservation des forêts, avec la mise sous protection forte en 2022 de 250 000 hectares de forêt, au niveau national, j'entends bien sûr, et puis la stratégie nationale biodiversité 2030, qui intègre les enjeux de protection des forêts primaires et subnaturelles. Un quatrième objectif, et je ne serai pas exhaustif, les tables rondes auront peut-être vocation à l'être davantage que moi, c'est évidemment la prévention des incendies de forêt et de végétation. Dans son discours du mois d'octobre, le président de la République a annoncé une stratégie nouvelle de lutte contre les incendies après les feux qui ont marqué bien évidemment l'année 2022. C'est un investissement massif dans les services départementaux d'incendie et de secours à hauteur de 150 millions d'euros supplémentaires pour de nouveaux moyens humains et matériels. C'est aussi un réarmement aérien d'urgence avec la commande de nouveaux Canadair à hauteur de 250 millions d'euros. Et puis, bien sûr, la plantation d'1 milliard d'arbres sur le territoire français d'ici 10 ans, ce qui correspond globalement au renouvellement de 10% de notre forêt. Voilà un objectif ambitieux auquel la Dordogne, qui est, comme l'a rappelé le président, le 3e département le plus boisé en France, prendra toute sa part. Et les feux de forêt sont un risque majeur dans notre département. Bien sûr, la Gironde et les Landes ont été durement touchés cet été, mais notre territoire l'a été lui aussi, avec 400 hectares de forêt détruits par le feu. L'habitat diffus de la Dordogne, le relief, nous expose au risque. Et nous devons ainsi améliorer notre culture du risque. Et cela passe par exemple par les obligations légales de débroussaillement qui s'imposent à chaque propriétaire et pour lesquelles nous allons cet été communiquer bien davantage. Et puis, je le dis également, l'État, avec le tout nouveau fonds vert, va investir en Dordogne dans les dispositifs de défense incendie. Et je veux à cet égard saluer le syndicat mixte de défense des forêts contre l'incendie en Dordogne, qui est le principal maître d'ouvrage et qui est un acteur, je crois pouvoir le dire, Monsieur le Président, que nous souhaitons encore plus central dans notre politique de prévention. Et j'en termine par les dispositifs d'accompagnement. Après avoir évoqué les grands objectifs de l'État pour la gestion des forêts, bien évidemment, cet accompagnement, il doit, dans un département comme la Dordogne où l'essentiel de la forêt est privé,
où les massifs sont morcelés entre de multiples propriétaires, l'action d'incitation et d'accompagnement est essentielle. Je veux citer 2 dispositifs qui ont été mis en place d'abord dans le cadre du plan de relance, qui a concerné la forêt, puis de France 2030 pour accompagner l'adaptation de la filière forêt-bois au changement climatique, tout en s'inscrivant dans le cadre d'une gestion durable. C'est d'abord le dispositif renouvellement forestier, qui est bien évidemment essentiel lorsque les peuplements sont sinistrés, on l'a vu, vulnérables ou pauvres. Ce plan, en 2021, a permis de financer 700 hectares de reboisement qui seront réalisés d'ici 2024 avec des conditions de diversification des essences qui va pouvoir être activé avec des seuils abaissés. Et je crois que c'est un sujet qui fait l'objet de l'attention d'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui. En Dordogne, le montant des aides correspondantes s'est élevé à 2,2 millions d'euros en 2021 et en 2022, la demande d'aide porte sur 1900 hectares de reboisement, c'est dire le dynamisme de ce dispositif. C'est un outil de soutien public important pour la forêt. J'en cite un deuxième, c'est le dispositif renouvellement forestier qui comporte également un volet graines et plantes et qui permet d'octroyer des aides aux entreprises de travaux forestiers d'une part et également aux pépiniéristes. Et en Dordogne ont été retenus cette année les projets de 4 entreprises, 3 entreprises de travaux forestiers et un pépiniériste à hauteur de 125 000 euros pour 313 000 euros d'investissement. Et je ne citerai pas les entreprises, simplement je donnerai les communes dont elles sont originaires, Saint-Pompon, Lunas et Chourniac et Carsac de Gurson. C'est dire que la politique de l'État en matière de forêt, elle est aussi une politique d'aménagement du territoire et de soutien aux acteurs économiques qui la font. Et la Dordogne est en fait le 3e département, là encore, après la Gironde et les Landes, pour le nombre de projets retenus. Je ne cite pas les projets d'investissement dans les entreprises de transformation du bois qui ont été soutenus à hauteur de 42 millions cette année au niveau national. Et je cite enfin 2 dispositifs. Je les cite parce qu'ils seront clôturés le 8 mars prochain, donc très prochainement, et c'est la raison pour laquelle j'invite les acteurs concernés à s'en saisir. C'est le dispositif exploitation forestière et sylviculture performante et résiliente, qui s'adresse aux entreprises pour les démarches collectives innovantes. C'est par exemple la mutualisation de matériel. On sait combien, pour exploiter la forêt, ce sont des investissements lourds, notamment en termes de matériel. Investissement matériel, j'en parlais, et puis également les outils numériques, qui sont aussi extrêmement importants pour la gestion et la connaissance de nos forêts et des forêts qui sont exploitées. Clôture le 8 mars, je le dis à nouveau. J'en termine là en vous disant, et j'espère que vous l'aurez compris, que la forêt est un enjeu public. Un office national lui est dédié, des politiques publiques lui sont consacrées et des dispositifs de soutien à ces acteurs sont mis en œuvre. Pour que la forêt vive, nous avons aussi besoin de confronter les points de vue de ces acteurs et de tous ceux que cet enjeu passionne. Et j'espère qu'à cet égard, cette matinée sera féconde. Je vous remercie. Merci Nicolas Dufaux. On peut vous applaudir, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne. Merci pour ces explications et ce panorama, notamment des aides proposées par l'État pour le maintien de la forêt. En quelques mots, le fonctionnement de la journée, il va y avoir 4 tables rondes qui vont se succéder, 2 ce matin, 2 cet après-midi. À chaque fois, on aura un intervenant qui plantera un petit peu le décor, un scientifique ou un expert, disons, de la forêt sur un domaine bien particulier qui viendra nous donner quelques notions générales. Et ensuite, on aura plusieurs personnes, plusieurs secteurs représentés qui viendront effectivement nous donner à la fois leur point de vue, leur volonté et leur demande pour le futur plan départemental forêt-bois. Et à chaque fois aussi un vice-président du conseil départemental, puisque rappelons que c'est le département qui est à l'initiative de ces premières assises de la forêt. Voilà, vous avez tout le fonctionnement de la journée. Vous pourrez évidemment intervenir à chaque fin de table ronde, on aura au moins un quart d'heure, 20 minutes pour vous laisser dans la salle des questions. Alors comme l'a dit le président Germiel Perrault, dans la courtoisie la plus intègre, évidemment, il s'agit de s'écouter les uns les autres, hein, c'est ce qu'on a dit. Donc voilà un petit peu comment tout ça va fonctionner. Avant d'accueillir la première table ronde, je vais accueillir quand même notre grand témoin du jour, Daniel Perron, qui est avec nous. On peut vous applaudir également, le temps que vous apparaissiez dans la lumière. Daniel, vous êtes juriste, spécialiste géopolitique de la forêt, vous avez été conseiller ministériel, vous avez travaillé aussi à l'ONF pour un petit peu situer votre carrière. Vous êtes l'auteur de La forêt française, une histoire politique aux éditions de l'Aube. Et vous étiez déjà hier soir ici, hein, je crois. On parlait un petit peu de l'histoire de la forêt. On ne va pas refaire le match évidemment aujourd'hui. D'ailleurs, on a moins de temps qu'hier. Vous allez nous parler un petit peu peut-être des orientations actuelles, de ce que vous voyez de l'avenir de la forêt en Dordogne et ailleurs. Je vous laisse la parole.
Oui, bonjour. D'abord, merci infiniment au président Perrault d'avoir, organisé cette journée, de m'avoir invité. Je pense effectivement que c'est assez courageux d'organiser aujourd'hui au niveau départemental les assises de la forêt. Et donc, encore une fois, merci. Alors moi, mon rôle, c'est juste d'être un témoin et d'essayer de mettre en perspective cette journée. Alors, monsieur le secrétaire général de la préfecture a dressé tout le tableau de la politique nationale, donc je ne vais pas y revenir. Je vais simplement poser un petit peu ce décor d'un point de vue historique et finalement nous amener, j'espère rapidement, à ce que vous allez parler, à ce dont vous allez parler aujourd'hui. Alors, je vais commencer par ces mots qui ont été dits un jour de décembre 1826 par le comte de Martignac, qui était le présentateur en réalité du projet du premier code forestier, qui est paru en 1827. Et le comte de Martignac exprime cette idée. La conservation des forêts est l'un des premiers devoirs des sociétés et par conséquent l'un des premiers devoirs des gouvernements. Tous les besoins de la vie se lient à cette conservation. Voilà. Ça, ce sont des mots forts en 1827 qui retracent finalement ce que pense le monde forestier à cette époque-là. C'est quelque chose que nous avions sans doute perdu depuis 2 siècles que l'Anthropocène s'est mis en œuvre et que notre civilisation a un petit peu varié. Mais 2 siècles plus tard, aujourd'hui, en ce moment même, finalement, nous semblons redécouvrir l'importance de ces mots, alors que nous sommes confrontés à la finitude de la civilisation, de notre civilisation, donc fondée sur les énergies fossiles et l'épuisement de la nature. Ça, aujourd'hui, il y a un consensus autour de cette idée que notre usage de la nature, nos usages de la nature, ne peuvent plus perdurer comme depuis 2 siècles. Et pourtant, en matière forestière, si nous regardons la situation française, il y a comme un hiatus dans la pensée. La forêt française n'a jamais été, en effet, aussi importante. 17 millions d'hectares aujourd'hui. Il faut rappeler, c'est 10,7 millions d'hectares en 1912. Donc ça progresse aujourd'hui encore. Donc ça progresse encore aujourd'hui. Nous ne récoltons que 50% du croît annuel, ce qui veut dire que chaque année, 50% de ce qui croît continue de croître, reste sur place. Et donc c'est un mouvement finalement continu. On a doublé depuis 1985 le stock de bois sur pied dans nos forêts. Et la Dordogne, avec ses plus de 45% aujourd'hui de forêt, a elle aussi connu ce même mouvement. Donc ce hiatus-là entre finalement les professionnels et une idée du grand public qui est fondée sur ce qu'on voit de l'Amazonie ou des grandes forêts primaires africaines qui sont déforestées de façon assez dramatique, cette idée est que finalement on déforesterait aussi chez nous. En réalité, si on regarde ce que dit la FAO, eh bien, tout simplement, l'abaissement de la déforestation mondiale, elle est liée au fait que dans nos régions à nous, en Europe en particulier, la forêt, elle, continue de croître. Donc, c'est un double mouvement qu'il faut prendre en compte lorsqu'on discute de nos projets forestiers, nationaux. La France, donc, 17 millions d'hectares de forêt, 30% du territoire, 50% d'augmentation du volume, je vous le disais, 25%, alors ce que vous ne connaissez pas en Dordogne en revanche, 25% de forêts dites publiques, gérées par un office national de la forêt, qui est un EPIC, établissement public forestier, industriel commercial, pardon. Et puis 75% de la forêt privée, donc gérée par des propriétaires privés, mais qui bénéficie d'un établissement public, de l'aide d'un établissement public, qui est le Centre national de la propriété forestière, le CNPF, qui lui, tout à l'heure. Voilà, qui, je sais que son président est ici, et qui lui est un EPA. Alors, bon, un EPIC pour la forêt publique, un EPA pour la forêt privée, il y a peut-être quelque chose d'historique à réfléchir autour de ça. Il y a aujourd'hui des réflexions autour de ces questions institutionnelles qui sont notamment contenues dans les rapports parlementaires. 40% du volume mis en marché est aujourd'hui mis en marché par l'ONF. Or, l'ONF, c'est 25% de la surface. Donc, il y a, si je puis me permettre, sur les 50% du volume qu'on pourrait encore récolter tout en ne touchant pas au stock actuel, il y a peut-être un effort à faire en forêt privée en termes économiques, de gestion finalement, et de gestion et de récolte, j'allais dire, durable de la forêt. On a donc ici, et mes 3 prédécesseurs l'ont dit parfaitement, l'émergence nécessaire d'une dynamique économique si nous ne voulons pas dépendre finalement d'ailleurs. Un chiffre, toujours, parce que les politiques publiques sont aussi question de chiffres. La France connaît un déficit commercial en bois de 7 milliards d'euros. Voilà.
c'est à peu près l'équivalent du bénéfice commercial de l'agriculture. Donc là, il y a une question à poser. Nous sommes une très grande forêt, nous avons des essences remarquables, et pourtant nous avons un déficit commercial important. Alors je ne veux pas dire par là qu'il faut que nous soyons à l'équilibre, ça ne veut peut-être rien dire, cette idée d'équilibre, mais ça veut simplement dire que nous sommes très dépendants de forêts d'ailleurs, et que nous contribuons à la déforestation finalement par nos propres usages à nous, par nos propres achats, à la déforestation ailleurs. Donc peut-être vaut-il mieux gérer notre forêt pour subvenir à nos besoins, dans un concept que le président Perrault aime beaucoup et qu'il a développé, je le dis à chaque fois, c'est l'un des premiers en politique à l'avoir développé, c'est la relocalisation des productions. Alors si c'est vrai en agriculture, c'est aussi vrai en forêt. Donc émergence nécessaire d'une dynamique économique. Et en Dordogne, cela veut dire, par exemple, des ETF, des entreprises de travaux forestiers. Cela veut dire des propriétaires qui vivront peut-être, vivront mieux, parce que la structuration de la forêt fait qu'on est peut-être difficilement propriétaire professionnel en Dordogne, mais qui vivront mieux de la vente de leur bois. Et puis, finalement, une économie peut-être plus régionalisée, une économie peut-être de massif, peut-être qu'il faut réfléchir à ce sujet. Mais cela ne peut pas se faire, et c'est la grande problématique aujourd'hui. Cela ne peut se faire que dans la conscience, finalement, imposée désormais par les défis environnementaux, de la durabilité, de l'impérative nécessité que les forêts puissent, et je vais citer l'ordonnance de Brunoy de 1346, que les forêts puissent se soutenir perpétuellement, disait-on en 1346. Et ça, ce mouvement-là, finalement, c'est une des continuités de la politique forestière depuis 7, 10, une dizaine de siècles, un millénaire presque aujourd'hui, de cette idée-là qu'il faut vraiment tenir compte de la durabilité du stock forestier. Cela signifie aussi que les acteurs économiques et politiques partagent avec les citoyens. Monsieur le président Perrault disait tout à l'heure la question démocratique. Moi, je crois beaucoup à cette question démocratique parce qu'elle monte partout dans notre espace sociétal. Donc, mais pour avoir un partage démocratique, il faut avoir un partage du langage commun, une vision qui prenne en compte complètement, finalement, ce que l'on appelle, depuis la loi de 2001, la multifonctionnalité de la forêt. Ça, donc, la multifonctionnalité de la forêt, c'est un triptyque économique, social et environnemental. Social, vous l'aurez compris, c'est 440 000 emplois notamment. C'est l'aménagement du territoire qu'a rappelé tout à l'heure monsieur le secrétaire général, auquel on ne peut que souscrire. Et évidemment, c'est le développement économique autour d'une gestion durable. Devoir de respect, donc, ça a été aussi dit, les uns envers les autres. Quelqu'un m'a parlé hier, et du coup j'ai un peu changé la structuration de ce que je voulais dire. Quelqu'un m'a parlé hier du devoir de vigilance. Alors c'est un devoir qui a été utilisé, qui a été mis en place pour les entreprises, qui est beaucoup discuté au Parlement, pour notamment les entreprises qui importent des biens et des services en France. Eh bien, ce devoir de vigilance, c'est peut-être une chose que nous pouvons étudier. Alors c'est peut-être une voie à regarder pour essayer de structurer finalement une filière économique. Mais s'il faut permettre non seulement d'affronter les défis du climat et l'effondrement de la biodiversité, je rappelle, comme dit Bruno David, le président du Muséum d'histoire naturelle, nous sommes dans la 6e extinction massive aujourd'hui, et cette extinction massive touche aussi nos territoires en termes de biodiversité. Et donc, si l'on veut pouvoir parvenir à affronter ces défis, finalement, on ne peut négocier un virage environnemental. C'est absolument non négociable d'un point de vue politique. La question est de savoir comment est-ce qu'on fait aujourd'hui si on veut permettre finalement à nos enfants de vivre sur une planète un peu plus vivable. Cela veut dire permettre à tous finalement aussi, et j'y tiens fondamentalement, ça veut dire qu'il faut permettre à tous les échelons de la filière, du propriétaire au transformateur, de vivre de leur travail. Ça, c'est une refonte de l'économie. Alors, je sais que l'État essaye de s'y mettre aujourd'hui, mais c'est une refonte de l'économie qu'il faut faire et qu'on ne pourra faire qu'avec tout le monde, finalement, d'où la question démocratique. Avec ce que nous avons vécu cet été,
l'urgence forestière est apparue aux politiques et à la société. Alors c'est déjà un bien, c'est-à-dire que enfin le grand public s'est saisi de ces questions-là. Et c'est toujours quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, cependant, les mots du politique, ce ne sont plus les mots de Martignac. Ce sont des mots beaucoup plus technocratiques, si vous me permettez l'expression. Ça s'appelle PNFB, Plan National Forêt-Bois, ça s'appelle PRFB, ça s'appelle Plan Départemental, ça s'appelle Stratégie Nationale Bas Carbone, ça s'appelle Assises de la Forêt et du Bois, ça s'appelle Excellence Environnementale, Stratégie Nationale Biodiversité, Services écosystémiques, puits de carbone, Équilibre sylvo-cynégétique, etc., etc. Ce sont ces mots-là dont il faut désormais s'emparer, avec un questionnement finalement institutionnel au bout. A-t-on besoin d'une réforme institutionnelle? C'est quelque chose qui est discuté. Moi, j'ai un avis, je ne suis pas obligé d'avoir raison, mais effectivement, il faut peut-être penser la forêt comme un tout, et non pas une séparation entre privé et public. Pourquoi est-ce que nous traiterions différemment, finalement, les forêts publiques des forêts privées? C'est une vraie question. Après tout, un forestier de l'ONF est aussi valide et compétent pour gérer une forêt privée, j'allais dire, qu'une forêt publique. Donc il y a un questionnement aujourd'hui autour de ça. Avec, en point de mire, et j'en finirai par là si vous me le permettez, un questionnement un peu plus général. Quelle forêt aurons-nous demain? Ça, vous devez y répondre. C'est aux professionnels d'y répondre, c'est sans doute pas aux politiques. Comment l'adapter au risque? On a parlé du risque incendie, il y a le risque climatique, il y a le risque sanitaire extrêmement fort. Alors, en Dordogne, vous connaissez les risques sanitaires sur le châtaignier. Il y en a partout ailleurs en France sur d'autres essences. Il y a d'autres questionnements aussi intéressants qui intéressent la société. C'est quel statut pour la nature? Faut-il une personnification de la nature? Autrement dit, faut-il que les arbres puissent plaider en justice, comme disait un juriste américain en 1972? Faut-il considérer la forêt comme un bien commun? Bon, ceux qui étaient là hier soir savent que moi, je pense qu'on pourrait la considérer comme un bien commun. Monsieur le secrétaire général, tout à l'heure, vous avez dit que la forêt n'est pas un sanctuaire. Ça, c'est absolument essentiel de le rappeler. La forêt française est anthropisée. Il faut faire avec. Nous devons considérer cette forêt comme anthropique et la conduire de manière durable pour, finalement, à l'échelle, j'allais dire, temporelle du forestier pour les siècles à venir. Un forestier travaille pour les siècles à venir et pas pour l'instantanéité de Twitter ou d'Instagram. Et ça, c'est aussi quelque chose qui interroge notre société. Et j'en finirai par Bruno Latour. Bruno Latour, ce grand penseur de l'Anthropocène qui est disparu il y a quelques mois. Alors, il nous a laissé une pensée vivace, des interrogations sur le virage que notre société doit prendre. Alors, je vous invite évidemment à lire ses œuvres et à prendre le recul auquel il nous invite, mais il nous convie. Mais en 2017, il avait écrit un livre dont le titre pourrait être, à mon sens, celui de cette journée forestière, « Où atterrir ?» Vos travaux, je pense, sont une part de la réponse qui sera apportée à ce questionnement. Merci. Je vous remercie. Merci Daniel Perron. On peut vous applaudir en effet d'avoir posé un petit peu les enjeux de cette journée et bien au-delà, les enjeux de la forêt en général. Merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La forêt française, une histoire politique, édition de l'Aube. Vous serez le grand témoin. On vous retrouvera en fin de journée pour la conclusion de cette journée.